Je suis Ambroisine Nemende, directrice de l'agence de presse Savoir News. Alors, ma question est relative aux dégâts causés par les pluies diluviennes sur le réseau des pistes rurales. Concrètement, quelle est la situation sur le terrain et quelles sont déjà les solutions envisagées? Je vous remercie pour votre question. Vous le savez, le gouvernement a engagé un vaste programme pour construire et réhabiliter des pistes rurales dans notre pays. L'intérêt, personne ne l'ignore, c'est dans un premier temps de désenclaver les zones de production agricole, de faciliter la mobilité et les échanges et de permettre à nos populations d'accéder aux infrastructures socio-économiques. Alors, pendant que ce programme de construction de pistes rurales se déroule, on a réalisé, chemin faisant, que le déroulement du temps normal, parce que les intempéries font partie de la vie. Maintenant, vous avez un volume normal qui est intégré dans les prévisions, mais également, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés au changement climatique, et qui dit changement climatique dit des volumes d'eau beaucoup plus importants que ce qui a pu être prévu. Alors, cette situation a causé ceci. Un certain nombre d'infrastructures de franchissement, notamment des ponts, des ponceaux, qui traversent ce réseau de pistes rurales et de tronçons prioritaires, est en proie à une dégradation un peu plus accélérée que ce à quoi on aurait pu s'attendre raisonnablement. Donc, voilà la situation sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renforcer ces infrastructures qui se dégradent beaucoup plus rapidement pour permettre à nos populations d'avoir le juste bénéfice de ces pistes rurales qui sont en construction. Alors, ce qu'il faut faire, une partie a fait l'objet de la communication au Conseil des ministres ce matin, c'est cette tournée de diagnostic pour réaliser ouvrage de franchissement. Quelle est la situation de dégradation, voire parfois d'effondrement, parfois de fragilité seulement? Ce premier constat a été fait. Vous l'avez entendu dans le compte rendu du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement de trouver des solutions pour remédier dans l'immédiat aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Puis, dans un second temps, des études seront entreprises pour planifier, cette fois, des travaux de réhabilitation quand on peut réhabiliter, de nouvelles constructions quand il faut construire à nouveau. Alors, ma deuxième question est liée à la couverture sociale. La mise en place d'une assurance maladie universelle nécessite de gros investissements. Comment l'État va s'y prendre? Ce qu'il y a dans l'assurance maladie universelle, il faut retenir universel, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu dans le compte rendu du Conseil des ministres, les travaux ont essentiellement porté aujourd'hui sur cette question. Je ne suis pas surprise en réalité de votre intérêt pour cela. Je suis entourée ce soir de mes collègues ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, et de mon collègue ministre de l'accès universel aux soins, qui vont pouvoir, par le détail, vous fournir autant d'explications qu'il le faut sur cette thématique. Parlant de la couverture sociale universelle, je vous ai entendu parler de panier de soins de référence. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Et une dernière question, si je peux m'exprimer. Le schéma actuel en termes de prise en charge, c'est l'Institut national de l'assurance maladie pour les fonctionnaires et la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé. Avec l'avènement de l'assurance maladie universelle, est-ce qu'on va assister à une sorte de fusion ou est-ce que ce sera toujours le même schéma? Merci. Je voudrais revenir d'un mot concernant le coût que représente la mise en place de l'assurance maladie universelle. L'objectif fondamental du président de la République, c'est d'assurer la cohésion et l'harmonie nationale. C'est de faire en sorte qu'aucun citoyen togolais, entre autres, mais y compris aussi les étrangers qui vivent sur notre territoire, ne puisse, faute de moyens et en cas de maladie, s'abstenir d'aller se soigner ou en pâtir. Donc, il s'agit de faire en sorte que, à travers l'assurance maladie universelle, toutes les couches de la population puissent être intégrées au dispositif de couverture santé. Et naturellement, cela va coûter beaucoup de ressources. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons déjà la pleine conscience qu'il s'agit d'un dispositif qui va faire appel à la fois à la mutualisation des ressources et des risques, mais aussi à la solidarité nationale.
Dans les textes qui ont été adoptés ce matin, et notamment dans la communication, il est prévu des réflexions et un mécanisme et des leviers pour voir comment des ressources adéquates peuvent être mobilisées, notamment pour s'assurer que l'ensemble des catégories, particulièrement les personnes vulnérables, ne soient pas laissées en marge du dispositif d'assurance maladie. Vous avez posé une question concernant le panier de soins de référence. Il s'agit essentiellement du panier de soins ou de l'offre de soins actuelle de l'INAM. Actuellement, sont affiliés à l'assurance maladie obligatoire gérée par l'INAM les agents publics et assimilés. Et nous appelons agents publics et assimilés les fonctionnaires, les employés et travailleurs des établissements à caractère administratif, ainsi que les titulaires des pensions civiles et militaires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient d'une pension auprès de la Caisse de retraite du Togo. Puisque ce panier existe déjà, nous le considérons comme un acquis et nous le considérons comme le panier de référence. À partir de ce panier de référence, nous allons voir comment adapter les autres paniers de soins en faveur des autres catégories de la population en tenant compte des réalités et des particularités propres à chaque catégorie et groupe de population. Voilà ce que nous appelons panier de soins de référence. Je voudrais dire que jusqu'à ce jour, l'INAM et la CNSS ne géraient pas l'assurance maladie universelle. Il y a l'INAM qui était organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire pour le compte des agents publics et assimilés, c'est-à-dire les fonctionnaires et les titulaires des pensions civiles et militaires. C'est vrai qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, il y avait un petit dispositif de couverture des risques professionnels, les accidents du travail, les maladies professionnelles, mais la CNSS ne gérait pas en tant que tel un système d'assurance maladie. À partir des textes que nous avons adoptés ce matin, à l'avenir, l'INAM va continuer à gérer l'assurance maladie au profit des agents publics et assimilés, c'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'INAM vont continuer à l'être, s'ils sont des agents publics et des titulaires des pensions civiles et militaires. Et la Caisse nationale de sécurité sociale va gérer la catégorie de ceux qui sont regroupés parmi les travailleurs du secteur privé, les travailleurs indépendants, les personnes physiques qui exercent une activité libérale, mais également tous ceux qui relèvent des secteurs agricoles et de l'économie informelle. Et donc, c'est à partir de maintenant que nous pouvons considérer que la Caisse nationale de sécurité sociale vient s'ajouter à l'INAM en qualité d'organisme gestionnaire de l'assurance maladie pour les catégories que nous venons de donner. Donc, il n'y a pas en tant que tel une histoire de fusion. Au contraire, nous sommes en train d'aller vers plutôt une clarification des missions. Qu'est-ce qui guide le gouvernement dans le choix de ce système de gestion de l'assurance maladie? C'est faire en sorte que les affiliés puissent jouir et bénéficier très facilement des services et des prestations qui doivent être fournis dans le cadre de l'assurance maladie. C'est vraiment le souci de l'amélioration de la qualité, de la célérité et de la proximité des services et des prestations qui doivent être fournis aux populations en matière d'assurance maladie. Sur la question qui est posée, je voudrais juste rebondir sur le premier aspect de la question de madame, qui constate que l'assurance maladie coûte cher et que cela induit des moyens énormes. Cela traduit plutôt l'ampleur de l'engagement du chef de l'État, qui, comme l'a dit le ministre Barbara tantôt, ne veut plus que des citoyens ou des personnes établies sur notre territoire soient en défaut de soins pour des questions d'argent. Donc, lorsque sur la grande masse, nous rassemblons de petits moyens, nous allons pouvoir, au nom de la mutualité, au nom de la solidarité nationale, au nom de l'équité, nous permettre à chacun de nous soigner. Ce n'est pas la question de l'argent qui va être la cause du défaut de soins de nos compatriotes. C'est ce que je pourrais rajouter. Joseph Gada du journal Économie et Développement. Concrètement, que deviendra l'INAM après la mise en place de l'assurance maladie universelle au Togo?
l'INAM va continuer à conserver ses missions, ses attributions et ses compétences pour ce qui concerne les agents publics et assimilés. Et la nouveauté, ça concerne le fait que maintenant, la Caisse nationale de sécurité sociale va travailler à côté de l'INAM, également en tant qu'organisme gestionnaire, mais pour une catégorie de population qui est également délimitée. Il s'agit des travailleurs du secteur privé formel qui sont soumis au Code du travail ou qui sont déjà affiliés au régime général de sécurité sociale. Il s'agit des retraités du secteur privé. Il s'agit des travailleurs indépendants et il s'agit aussi de tous nos concitoyens qui relèvent de ce que nous pouvons appeler l'économie informelle, le secteur agricole, le secteur des transports, donc les artisans. Et par rapport aux gens sans revenus, alors, qu'est-ce que la situation? Les personnes sans revenus, essentiellement, je crois qu'on fait référence aux personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pas de moyens. Le dispositif n'a mis personne au bord du chemin. Il y a un mécanisme spécifique que nous appelons le système d'assistance médicale qui est proposé pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Mais il faut bien comprendre que nous devons surveiller le statut de vulnérabilité parce que, en général, que l'assurance maladie, que ce soit au plan de l'organisation sociale, comme nous sommes en train d'y aller, ou que ce soit au niveau des assureurs privés, ce qui plombe le système, c'est ce que nous appelons le risque subjectif. C'est la tentation à frauder le système, la tentation à faire jouir des prestations par des personnes qui n'en ont pas droit. Mais heureusement, lorsque nous sommes dans l'assurance universelle, le jour où nous y arriverons, et c'est très bientôt, il n'y a plus personne qui n'ait plus de couverture qui soit tenté d'aller tricher. Donc, pour répondre à votre question, le mécanisme a prévu, effectivement, pour les personnes et les ménages vulnérables, une couverture spécifique. Il s'agit également de l'organisme de gestion et des organismes gestionnaires délégués dans la mise en place de l'assurance maladie universelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi consistent ces deux éléments et les attributions? Ce que nous appelons ici organisme de gestion, c'est tout simplement l'assureur. On va dire l'INAM, en l'état actuel, est l'assureur maladie des agents publics et titulaires de pension de la fonction publique. On va dire que le dispositif tel qu'il se présente, la CNSS va devenir l'assureur maladie des salariés du secteur privé et des titulaires de pension du secteur privé, si on veut parler français facile. C'est parce que nous sommes dans un dispositif à caractère social qu'on n'est pas porté à utiliser ces terminologies assureurs qui sont connues sous une autre rubrique. Maintenant, ces organismes de gestion, que ce soit l'INAM, que ce soit la CNSS, ont la possibilité de déléguer leurs compétences entièrement ou partiellement. Pour l'efficacité du système, l'INAM ou la CNSS peuvent décider de déléguer l'aspect collecte, paiement, recouvrement des primes à un organisme dans des conditions que l'État a fait, que le mécanisme a souhaité encadrer. C'est pour ça qu'il y a eu ce décret. Donc, organisme de gestion, on va dire tout simplement, c'est l'assureur de nos systèmes. Organisme gestionnaire délégué, ce sont des entités qui répondent à certains critères auxquels ces organismes de gestion peuvent déléguer une partie de leurs compétences ou de leurs missions. Nous avons dit que nos concitoyens qui relèvent des secteurs informels de l'agriculture sont dans la deuxième catégorie, le système d'assurance que gère la Caisse nationale de sécurité sociale. Si je prends les agriculteurs, il y a des groupements et des coopératives agricoles. La CNSS peut s'appuyer sur ces groupements et ces coopératives agricoles, soit pour identifier les agriculteurs, soit alors pour voir comment payer et recouvrer les cotisations des agriculteurs. On peut prendre le groupement des producteurs de coton, des producteurs de café, cacao, toutes les filières qui sont déjà structurées. Si je prends les artisans,
la CNSS peut s'appuyer sur l'union des chambres des métiers pour exécuter. Donc, dans ce cas-là, l'union des chambres de métiers constitue un organisme gestionnaire délégué. Les groupements agricoles ou les coopératives agricoles constituent également des organismes gestionnaires délégués parce que la CNSS s'appuie sur eux pour pouvoir exécuter un certain nombre de ses missions et de ses compétences. Après ce décret pris, à quand l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle au Togo? Les décrets examinés et adoptés en Conseil des ministres et la communication ont prévu l'opérationnalisation à partir du 1er janvier 2024. Mais il s'agit en réalité d'un processus d'extension, puisque nous avons déjà les fonctionnaires et assimilés qui bénéficient déjà de l'assurance. Même certaines entreprises ont déjà anticipé et ont commencé à être affiliées à l'assurance maladie. Des agriculteurs ont commencé à être affiliés, des artisans ont commencé à être affiliés. Nous allons travailler concrètement pour voir les modalités pratiques. S'ils doivent continuer à relever de l'INAM, ils seront à l'INAM. S'ils doivent être basculés vers la Caisse nationale de sécurité sociale, ça c'est vraiment un travail de maison, c'est un travail technique. À partir du 1er janvier, nous allons accélérer. Mais avant le 1er janvier, nous avons déjà entamé un dialogue et des concertations avec toutes les couches et catégories de la population. C'est un travail continu de pédagogie, d'information, de sensibilisation pour amener chacun à comprendre c'est quoi l'assurance maladie et susciter et assurer l'adhésion de tous les bénéficiaires. Honoré Lemou, journaliste à Niwa TV, est-ce qu'il est possible de savoir les modalités d'accès aux prestations de soins couvertes par l'assurance maladie universelle? Il est établi ce qu'on appelle une pyramide sanitaire. Normalement, quand nous sommes en zone rurale, nous avons les agents de santé communautaire. Après, nous avons ce qu'on appelle les unités de soins périphériques, qui ont même 2 niveaux en fonction de l'équipement, en fonction du personnel. Nous avons après les centres hospitaliers préfectoraux ou de districts, et puis au-delà, les centres hospitaliers régionaux, et puis les CHU, et puis des centres de référence. Lorsque vous avez mal à la tête, il n'est pas probablement utile d'aller au CHU. En le faisant, on prive peut-être le personnel et les équipements des soins pour les urgents, pour les cas sérieux, pour des accidents. Donc la pédagogie consiste à sensibiliser, à montrer que nous avons à optimiser. Tout est perfectible, c'est sûr. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais nous avons constaté ensemble tout à l'heure que le chef de l'État, les pouvoirs publics mettent beaucoup. Donc le dispositif actuel a prévu, le chemin a montré. Si le cas est un peu plus sérieux, on élève le niveau, sauf si on va au premier niveau et que les médecins eux-mêmes référencent directement à un niveau élevé. Deuxième élément, pour accéder aux prestations, il faut nécessairement que les primes soient payées. Parce que, fut-elle sociale, quand on parle d'assurance, c'est la mutualisation des risques. C'est que nous aurons collecté des ressources qui permettent de financer ceux parmi nous qui seront malades. Peut-être que nous ne serons pas nombreux à être malades au même moment. Ça donne des chances de taux équilibre au système. Donc, la première chose, celui qui est immatriculé, celui qui est identifié, il doit payer sa prime avant que ne commence la période de prestation. C'est l'élément essentiel à retenir sur les conditions d'accès aux prestations ouvertes par l'assurance maladie universelle. Alors, nous savons qu'avec l'INAM, le taux est proportionnel au salaire des fonctionnaires. Maintenant que l'assurance maladie universelle arrive, quel sera le changement? Je voudrais indiquer que les décrets qui ont été examinés ce matin ne se sont pas déterminés sur la question des taux et des montants de cotisation. Donc, c'est une question qui sera examinée et réglée ultérieurement. Bien entendu, ceux qui sont déjà affiliés à l'INAM continuent à l'être dans les conditions
actuelle. Comment identifier les personnes économiquement faibles? Quand on dit personnes économiquement faibles, ce n'est pas des situations qui sont éternelles. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir d'emploi ou je peux être victime d'accidents, d'invalidité qui évoluent, ou j'ai réussi au concours d'entrer dans la fonction publique. Je ne pourrai plus répondre de ce statut-là. Les services spécialisés doivent surveiller ce statut-là. Vous savez que parmi les projets prioritaires, on a l'identification biométrique de toute la population résidant sur le territoire togolais. Et nous avons également la mise en place d'un registre social des personnes et ménages vulnérables. Donc les critères et les conditions de ciblage et de sélection, d'identification des personnes pouvant être qualifiées de vulnérables ou de démunis, c'est un travail vraiment sérieux qui sera fait. Une communication aussi sera faite avec tous les acteurs pour que les gens comprennent à quelles conditions je peux être considéré comme étant une personne vulnérable et démunie pouvant bénéficier d'un certain nombre de prestations. Notre souhait, c'est de faire en sorte que personne ne soit indéfiniment dans le statut de vulnérable. Le gouvernement a écouté une communication relative au projet d'électrification rurale de 317 localités. Alors, selon le communiqué, il y a 56 qui sont prises en charge. Il faut reconnaître que l'écart est grand. Alors, pour le reste des localités, qu'en sera-t-il exactement? Le projet d'électrification par mini-réseau dont nous avons parlé portait à l'origine sur 317 localités. On l'a dit, ce projet a commencé en 2019. Vous savez que l'électrification, un peu comme la vie, est quelque chose de très dynamique. Et donc, chemin faisant, les services se sont rendus compte que les critères qui prévalaient en 2019 ont évolué, soit de façon générale à l'échelle du pays, soit de façon localisée pour certaines régions. Il fallait donc faire une actualisation et redéfinir le périmètre pour que cette action, que la mise en œuvre de ce projet reste utile et pertinente. C'est au sortir de cette réévaluation chemin faisant qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de localités, soit parce qu'il y avait déjà eu des programmes du gouvernement qui avaient résolu un certain nombre de difficultés, il n'était plus pertinent d'envisager que ces localités soient électrifiées par des mini-réseaux. Probablement, dans l'intervalle, le raccordement au réseau électrique de la CET est passé par là. D'autres projets, par exemple, quand vous envisagez la région des Savanes, le programme d'urgence est passé par là et des actions ont été faites. Un certain nombre de programmes ont été déployés. Alors, dans ce souci d'efficacité, ce périmètre a donc été réduit pour ne plus considérer que les localités pour lesquelles ce système reste pertinent. C'est là que vous avez entendu, on a dit qu'il y avait désormais 50 plus 6. En réalité, les 6 s'y ajoutent. Maintenant, ce projet va porter, pas sur un nombre réduit, mais sur un nombre augmenté de 6. Parce que la détermination des critères a fait que 6 autres localités sont maintenant éligibles à ce programme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour ces 56 dont nous avons parlé, l'électrification par mini-réseau solaire va se poursuivre conformément à ce projet. Pour toutes les autres, vous savez que la stratégie d'électrification du Togo va vers un mix énergétique. Il y a des solutions d'électrification mixte qui sont envisagées. Vous l'avez également entendu, le chef de l'État a insisté pour que le gouvernement travaille à ce que l'ensemble des localités soient prises en compte. Encore une fois, nous restons fidèles à cette maxime. Nul ne sera laissé de côté. Donc rassurez-vous, toutes les 317 localités prévues à l'origine, plus les 6 qui s'y sont ajoutées, seront prises en compte et se verront électrifiées au fil du déroulement de ce programme, mais également de l'ensemble des autres dispositifs qui composent la stratégie nationale d'électrification. Nous avons aussi remarqué qu'après installation des matériels, il y a le problème d'entretien qui se pose. Alors, est-ce que le gouvernement a prévu de mettre en place un comité de suivi? Le gouvernement a fait le même constat que vous, ce qui est déjà une bonne chose, et le gouvernement a déjà pris les devants. Là, vous avez, on va distinguer 2 axes. Pour ce qui concerne l'électrification par des installations de type solaire, vous avez dû voir, si vous sortez de Lomé, qu'un programme de remplacement au plan national a déjà été déclenché.
Ce programme a commencé par la région des Savanes, il s'est poursuivi dans la région de la Kara, est descendu dans la région centrale. Actuellement, ils en sont à l'étape de la région des plateaux. Il s'agit de remplacer toutes ces installations solaires qui sont devenues défectueuses avec le temps, les intempéries, les aléas de la nature. Actuellement, donc, je disais, ils sont dans la région des plateaux. Ce programme de remplacement va se poursuivre. Ce programme est couplé d'une autre mission de vérification de ces installations, de telle sorte que les réparations éventuellement nécessaires dans l'intervalle puissent être prestement menées. Le deuxième axe, c'est celui du réseau classique de la CET qui concerne davantage, donc, auquel vous avez dû avoir accès, le réseau électrique de la CET, pour lequel vous voyez sur vos factures souvent que vous payez une redevance éclairage public. À quoi ça sert? La redevance d'éclairage public qui est prélevée par la CET sert à la fois à la maintenance du réseau, à la réparation des installations défectueuses, au paiement évidemment de l'éclairage public, mais également à l'extension du réseau. Donc c'est le deuxième axe et vous verrez que de temps en temps, en fonction de la région où vous vous trouvez dans le pays, vous verrez des équipes de la CET qui font de la maintenance, de plus en plus désormais en collaboration avec les collectivités territoriales. Les mairies reçoivent des correspondances et la CET déploie des équipes qui pour maintenir des installations, qui pour remplacer ce qui doit l'être, ou alors pour couvrir des quartiers, des localités qui n'étaient auparavant pas raccordées au réseau électrique. Très bien, je voudrais vous remercier pour votre intérêt, pour votre suivi attentif de tout ce qui a été discuté aujourd'hui au Conseil des ministres et vous confier comme un message important, et pas seulement parce qu'on a parlé d'électrification, mais comme une lumière apportée à nos compatriotes, tout ce que vous avez entendu ici. Nous resterons disponibles pour que cet échange permette de faire de la pédagogie, mais également de faire comprendre tout ce qui est entre